Est-ce que en téléchargeant illégalement un film sur internet, on peut choper un virus? Genre, ça, c'est un enregistrement de quelqu'un qui télécharge Oppenheimer en torrent. Est-ce qu'il s'imagine une seconde ce qui va se passer? À ce moment précis, vous avez sûrement rien vu, mais à ce moment précis, il vient de laisser entrer un cheval de Troie très sophistiqué sur son ordi. 2,5 secondes. C'est le temps nécessaire, après l'ouverture du fichier, pour qu'une requête parte en arrière-plan, télécharge une charge virale sur un serveur, l'exécute et dump l'ensemble des mots de passe locaux sur un Discord. Et pourtant, ça paraît absurde. Il vient de télécharger un film, un fichier vidéo, pas un logiciel. N'importe qui sait que une vidéo, c'est inoffensif. Ça peut pas exécuter du code sur son PC. Il y a d'un côté les programmes dits exécutables, les exe par exemple sur Windows et ses cousins moins célèbres, et de l'autre, les documents normaux, les fichiers texte, images, vidéos. Et on aurait l'impression qu'il y a une distinction parfaite entre ces deux catégories. Pendant longtemps, j'étais le premier à le croire, et je téléchargeais tout ce qui bouge en fermant les yeux. Et pourtant, un jour, il est arrivé une histoire très étrange à mon frère. Du jour au lendemain, son PC est devenu infesté de pubs intempestives et de toolbars promotionnels, signe qu'il avait probablement chopé une cochonnerie sur sa machine. Pourtant, quand on a retracé ses actions de la veille, il n'a rien fait de risqué. Le seul détail marquant, c'est qu'il a téléchargé Iron Man sur une plateforme pirate. Enfin, c'est loin d'être la première fois qu'il le fait. Il a été prudent, comme à son habitude, à vérifier que l'upload était bien noté, populaire, et que le torrent contenait bien un fichier vidéo, et pas un exécutable déguisé. Et pourtant, à un moment dans le processus, un malware a nécessairement dû s'exécuter. C'est la seule piste crédible. Heureusement, si on peut dire, ce coup-ci, ça n'était qu'un adware facile à nettoyer. Mais malgré toutes nos recherches, on n'a jamais trouvé ce qui s'était produit. Et ce mystère m'a laissé perplexe pendant encore pas mal d'années. 12 ans plus tard, allez savoir pourquoi, j'y ai repensé et j'ai décidé de me replonger dans cette énigme. J'ai erré sur les plateformes de torrents dans des archives des années 2010, sur des forums de hacking et j'ai fait des découvertes passionnantes. Alors laissez-moi vous faire un tour d'horizon des méthodes les plus ingénieuses et sophistiquées pour pirater quelqu'un avec un film. Si une telle histoire vous arrive, j'espère pour vous que vos mots de passe ne sont pas stockés dans votre navigateur avec la fonction mémoriser mes mots de passe. Parce que la plupart des malwares comme Redline par exemple seraient en mesure de les dérober. Idem pour les adresses ou les cartes bancaires. Si vous voulez gagner du temps à chaque page de connexion ou d'inscription et que vos informations et mots de passe se remplissent tout seuls, vous devriez plutôt privilégier un vrai gestionnaire de mots de passe, comme notre sponsor Dashlane. En fait, une fois installé, Dashlane va automatiquement retenir et verrouiller vos mots de passe dans un coffre-fort numérique chiffré, seulement accessible avec un mot de passe maître. Face à un stealer, le risque est alors considérablement réduit. Et l'abonnement de Dashlane inclut plein d'autres fonctions avancées très pratiques, surveillance de vos informations sur le dark web, VPN intégré, partage de mots de passe en famille, notes chiffrées, copie automatique des codes de double authentification dans votre presse-papier. Bref, c'est très complet et je vous laisse essayer gratuitement le premium sur dashlane.com/micode et utilisez le code micode pour moins 10% si vous êtes convaincu. La première technique qu'aurait pu subir mon frère est extrêmement simple, mais elle a eu son heure de gloire à l'époque d'Imul. C'est l'extension cachée. Je vais pas vraiment m'attarder dessus parce que elle est assez triviale et peu probable en réalité. Ça consiste à abuser du fait que, par défaut, Windows masque les extensions des fichiers. Il suffit donc de renommer son malware en .mp4.exe par exemple, pour qu'il apparaisse comme un fichier vidéo dans l'explorateur. Reste plus qu'à modifier l'icône du programme avec le logo de VLC, faire en sorte que la première action du fichier soit d'ouvrir le player avec un bout de vidéo corrompu et l'illusion est parfaite. Le malware a le nom d'une vidéo, l'icône d'une vidéo et le comportement d'une vidéo qui malheureusement ne marche pas mais n'éveille aucun soupçon. Je crois qu'on peut facilement classer cette idée de masquer les extensions par défaut comme l'une des pires idées de Microsoft de l'histoire, juste après Windows 8. C'est qu'ils ont jamais fait machine arrière.
jusqu'à Windows 11. La technique de l'extension masquée est un peu obsolète en fait, parce que les navigateurs, les clients mail et torrent vous montreront toujours les fichiers en entier. Et en moyenne, depuis les années 2000, on est quand même un peu moins con. Ah, attendez. On m'apprend qu'il y a 6 mois à peine, un fichier Spider-Man nowayhome.torrent.exe aurait fait un carnage pendant que le film était encore en salle. Il installait silencieusement un mineur de crypto-monnaie sur les machines de ses victimes. Pas beaucoup de progrès depuis 2001, visiblement. Le problème, c'est que moi, je suis quasi sûr d'avoir vérifié en fait à l'époque qu'il s'agissait d'un vrai fichier vidéo. C'est justement ça qui m'avait rendu aussi perplexe. Donc, c'est autre chose. L'autre piste à laquelle on pense immédiatement, c'est celle de la vulnérabilité. Il y aurait eu une faille dans VLC ou dans Windows Media Player qui aurait permis à notre attaquant de prendre le contrôle de la machine. Le film aurait pas été l'Iron Man original, mais une version spécialement conçue pour exploiter le bug dans le lecteur vidéo. Sur le papier, c'est très joli. Ça nous fait une explication parfaite, évidemment. Le méchant trouve une faille, il la cache dans un film. À 3 minutes 02, il y a un pixel magique qui hack le PC. Ouais, c'est comme ça que ça marche, ouais. En plus sérieusement, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Trouver un bug dans un logiciel utilisé par des millions de gens, c'est déjà pas forcément évident. En trouver un qui fait complètement crasher le programme, ça l'est encore moins. Mais alors, en trouver un qui permette à un attaquant extérieur d'exécuter du code arbitraire sans faire tout planter, eh ben, c'est assez miraculeux. Tellement miraculeux que les gens qui trouvent ça, en fait, c'est souvent des professionnels de la cyber qui vont prévenir l'éditeur FISA ou des groupes cybercriminels d'un niveau tel qu'ils ont sacrément autre chose à foutre que de se faire de l'argent de poche en installant des mineurs de Monero sur les ordis des fans de Marvel et de mon frère qui est aussi fan de Marvel. Mais admettons, de toute manière, je vois pas vraiment d'autres explications. Donc, j'ai regardé de 2010 à aujourd'hui quels étaient les bugs les plus critiques qui ont été trouvés dans des players vidéo. Et j'ai découvert des trucs de ouf. Alors, c'est pas non plus Internet Explorer ou Adobe Flash, mais il y a quand même du très lourd. J'étais pas du tout au courant. Des failles qui concernent les fichiers WebM, MKV, mais aussi les sous-titres. C'est pas une blague. Les petits fichiers SRT que vous téléchargez sur Open Subtitles, vous allez voir, c'est assez terrifiant. Et si vous avez toujours eu envie de comprendre à quoi ressemble une faille de sécurité, en vrai, eh ben vous allez enfin pouvoir y voir plus clair, avec des exemples concrets. Pour comprendre la première, on va devoir plonger dans les entrailles d'un programme informatique. Vous savez peut-être que n'importe quel programme écrit dans n'importe quel langage de programmation finit toujours à la fin sous la forme suivante. Ce sont des instructions pour le processeur. À une certaine époque, les ressources étaient tellement limitées que beaucoup de logiciels et de jeux étaient entièrement ou partiellement programmés comme ça. Par exemple, dans Doom, le rendu des textures des murs a été fait en assembleur. C'était le seul moyen d'obtenir un taux de rafraîchissement décent. Par curiosité, j'ai demandé à ChatGPT s'il pouvait pas nous écrire un programme en assembleur. Et il a généré ceci, censé afficher un message dans la console. Alors pour l'instant, c'est encore du texte. Il faut l'assembler pour obtenir un fichier dit objet. On peut regarder ce qu'il contient avec un logiciel spécifique. Et voilà. Là, c'est ce qu'on appelle du langage machine. Alors l'indice principal, c'est que on n'y comprend vraiment, mais alors vraiment plus rien. On reconnaît quand même notre petit message ici. Maintenant, si on met cette erreur dans un fichier et qu'on essaye de l'exécuter, tada! Hello World! Vous l'aurez donc compris, le processeur c'est un peu comme la tête de lecture d'un disque vinyle. Il se déplace sur nos instructions et les exécute une par une. Il y en a très peu en réalité et elles font des trucs ultra basiques, genre additionner de nombres ou déplacer quelques octets, mais agencées dans le bon ordre. Elles sont à l'origine de tout ce qui se passe sur notre petit écran. Et les noms ARM ou x86, qui vous parleront peut-être, correspondent en fait aux jeux d'instructions utilisés dans différentes architectures de processeurs. Maintenant, vous le saurez. La faille dans le système se passe au plus profond de la mémoire de l'ordinateur, à un endroit où très peu de développeurs s'aventurent en temps normal, la stack. Pour comprendre la faille, on va devoir comprendre la stack. Accrochez-vous, ça va être technique, mais pour vous aider, j'ai fait des jolis schémas. La tête de lecture, en fait, c'est pas un truc qui se balade physiquement sur la barrette de RAM, mais c'est un petit registre situé dans le processeur qui retient où on en est. Il s'appelle l'instruction counter. À l'intérieur, il y a une adresse mémoire. Comme dans la rue, ça correspond au numéro d'une case dans la mémoire vive. Et dans le cas du compteur d'instructions, si vous avez bien suivi, si on regarde la case correspondante à l'adresse, on trouve l'instruction en cours.
la ligne d'assembleur quoi. À chaque cycle, le CPU va la lire, l'exécuter et déplacer la tête de lecture sur la prochaine instruction, qu'il va lire, exécuter, et ainsi de suite. Ce système, c'est la brique élémentaire de tous les ordinateurs qui permettent déjà de faire des programmes simples. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on introduit le concept de saut. Avec l'instruction jump, on peut directement modifier l'emplacement de la tête de lecture. Du coup, si on la fait remonter plus haut, par exemple, on crée une boucle qui tournera à l'infini tant qu'on ne sautera pas à nouveau vers l'extérieur. Faire des sauts, ça paraît rien, et pourtant c'est ce qui permet le principe le plus important de l'informatique. Sur une feuille Excel, par exemple, quand on calcule la moyenne sur 100 colonnes, l'algo du calcul de moyenne, il n'est pas dupliqué 100 fois à la suite, heureusement. On l'écrit une fois à une adresse spécifique, et à chaque fois qu'on en a besoin, on s'y téléporte. On appelle ça une routine, ou une fonction si on attend un résultat. C'est plus malin, mais ça pose quand même une question. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la fin? Puisque ce code est fait pour être réutilisé. Comment est-ce qu'il sait qui l'a appelé et à quelle adresse il doit revenir? Pour résoudre ce problème, avant de sauter en haut d'une fonction, on va écrire à un endroit spécifique l'adresse de retour. Un peu comme sur une enveloppe finalement. La fonction s'exécute et arrivée au bout, elle regarde l'adresse et elle jump back. C'est comme ça que ça marche. Si vous allez vraiment débugger ce qui se passe sur votre processeur, vous allez voir ça partout. Ok, on commence à avoir une bonne base, mais on a un nouveau problème. Actuellement, nos fonctions ne peuvent pas elles-mêmes utiliser des fonctions. Par exemple, dans la fonction écart-type, on aurait bien envie de réutiliser moyenne plutôt que de la recopier. Mais on peut pas, parce que si on l'appelle, on va perdre notre adresse de retour. Pour régler le problème, la solution serait de garder un historique des retours plutôt que d'écraser l'adresse en cours. Du coup, on va écrire la nouvelle au-dessus. Et chaque fonction appelée dans une fonction fera pareil, de sorte à créer une pile d'adresses, comme des assiettes. Comme ça, peu importe à quelle profondeur une fonction a été appelée, elle a toujours juste à lire l'adresse de retour qui se trouve en haut de la pile, puis à l'enlever, pour que la suivante retrouve son adresse en haut de la pile, qu'elle enlèvera, et ainsi de suite. Chaque appel de fonction augmente la pile, et à chaque retour, elle rebaisse. Et ce système, mesdames et messieurs, n'est pas anodin du tout. Les programmeurs l'appellent la stack. Sa première implémentation documentée remonte à 1961, lors de la conception du légendaire B5000. Un mainframe révolutionnaire qui marque un tournant dans l'informatique moderne. Parce qu'avant, c'était un bordel de gérer les adresses. Et cette stack, c'est l'élément principal de notre histoire. C'est là où tout va se jouer. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi il fallait expliquer tout ça. Sur cette stack, en réalité, on n'empile pas seulement des adresses de retour. On empile aussi tout ce dont la fonction a besoin. Ses arguments, les données dont elle a besoin pour fonctionner, et aussi de l'espace réservé pour ses variables locales. Par exemple, notre fonction moyenne sur Excel, elle a besoin de quelque chose en entrée, d'une liste de nombres. Et avant de l'appeler, il faudra les ajouter sur la pile pour qu'elle puisse les récupérer. À chaque appel de fonction, on empile en fait plein de trucs, dont l'adresse de retour. On appelle ça des stack frames. Et là, peut-être que certains d'entre vous sont déjà en train de cogiter pour savoir où est le problème. Parce que oui, à un moment, il y a un problème. Si on réfléchit bien, ça veut dire que dans la mémoire, il y a un endroit précis où des données fournies par un utilisateur sont régulièrement stockées juste à côté d'une adresse de retour. Soit une case ultra sensible qui indique où est-ce qu'on saute ensuite. C'est intéressant ça, non? Imaginons le scénario suivant. Disons que dans ma version d'Excel, au niveau de la fonction moyenne toujours, les développeurs n'ont pas prévu qu'il puisse y avoir plus de 1000 lignes en entrée. Que se passerait-il si on en donnait 1030? Il est possible qu'au moment de les copier dans une variable, il y ait un débordement sur les cases suivantes. Cases suivantes qui contiennent l'adresse de retour. On appelle ça un buffer overflow. Alors si c'est pas fait exprès, le programme va probablement juste planter. Mais un pirate, lui, pourrait essayer d'exploiter le bug à son avantage. Par exemple, en modifiant l'adresse de retour pour que, au lieu de suivre son cours habituel, la fonction saute à une autre adresse bien précise où il aura placé ses propres instructions. Ainsi, une version malveillante d'un fichier Excel qui exploiterait notre bug pourrait ressembler à ça. 1000 lignes de remplissage, quelques-unes supplémentaires, puis l'adresse de retour modifiée qui pointerait juste sur la case d'après où il y aurait nos instructions pirates, qui installeraient un cheval de Troie sur la machine par exemple. C'est diabolique, non?
Et ça marche. Il faut par contre que le dépassement soit parfaitement calculé pour que les octets soient pile alignés comme il faut. Un décalage d'une case et l'adresse est au mauvais endroit et toute l'attaque tombe à l'eau. Énormément de vulnérabilités sont en fait des variantes de ce bug. Une donnée dont la taille est mal vérifiée permet d'écraser une adresse de retour. Ou alors, une variable qui contient l'adresse d'une fonction est utilisée après avoir été libérée. Bref, il y en a plein et les lecteurs vidéo sont particulièrement touchés pour une raison spécifique dont on parlera plus tard. Pour le moment, petite pause plaisir. On va regarder à quoi ressemblerait une vraie attaque par VLC. Sur votre écran à gauche, vous avez l'ordi de la fausse victime et à droite, celui de l'attaquant. Dans son terminal, on aperçoit un logiciel spécialisé qui permet de simplifier l'exploitation de ce genre de vulnérabilité. Il va utiliser un bug qui concerne les fichiers MKV, un peu comme ce dont on a parlé, mais à la place des cases Excel, c'est un flux vidéo. D'abord, il renseigne l'adresse de sa machine pour pouvoir plus tard récupérer le contrôle du système de la victime. Puis, il va générer son fichier vidéo buggy. Pour cette faille-là, il y a même besoin de 2 fichiers en fait. Et ce sont bien de vrais fichiers vidéo. Il n'y a pas d'entourloupe de ce côté-là. Ensuite, on imagine que la victime les reçoit d'une manière ou d'une autre. Par mail par exemple, ou sur un site de torrent. Et alors, observez bien, c'est là où ça va devenir intéressant. Elle va ouvrir le fichier vidéo avec VLC, comme n'importe qui le ferait. Et le logiciel va indiquer un problème. Visiblement, il n'a pas réussi à lire la vidéo. Bon, très bien, c'est tout, il n'y a rien d'autre qui bouge. Mais si on regarde du côté de l'attaquant, après quelques secondes, boum! Ça, mesdames et messieurs, cette petite ligne avec écrit Session 1 Opened, ça veut dire que c'est gagné. Il vient d'obtenir un accès complet à distance. Et là, bon bah concrètement, il peut faire un peu ce qu'il veut, hein, évidemment. Regarder le contenu des documents, ou aller sur le bureau et créer un nouveau fichier texte, ou allumer sa webcam pour rester dans le cliché. Et cette faille a été patchée en avril 2018. Donc en vrai, sur le papier, ça pourrait être l'explication qu'on cherche pour mon frère. Le problème, c'est qu'avec son double fichier MKV, elle est assez reconnaissable et ne colle pas vraiment. Alors qu'il y en a une autre, assez récente aussi, qui pour le coup est ultra discrète et vraiment terrifiante. C'est celle qui concerne les fichiers de sous-titres. Et elle ne vise pas que VLC, mais aussi Kodi et Popcorn Time, le fameux clone pirate de Netflix. Mais avant de vous la montrer, je dois vous faire une confidence. Je vous ai menti. En fait, les attaques par buffer overflow, ça marche plus. Enfin, plus comme je l'ai montré. Parce que, en réalité, leur découverte ne date vraiment pas d'hier. La première démonstration connue date de 1988, dans un article publié sous pseudonyme dans le magazine Frac, intitulé « Démolir la stack pour le fun et le profit ». Et depuis, plein de contre-mesures ont été mises en place dans les systèmes d'exploitation pour empêcher que ça n'arrive. La première, c'est la randomisation des adresses mémoire. Depuis Windows Vista, à chaque fois qu'un programme est exécuté, on lui donne des adresses différentes. Genre, on les secoue comme un shaker. Donc mon exemple de fichier Excel infecté de tout à l'heure ne marcherait plus, puisqu'on ne peut plus prévoir à l'avance où se trouveront nos instructions malveillantes. En gros, on peut toujours détourner la tête de lecture, mais on ne sait plus où la déplacer. Alors pour contourner ça, les hackers doivent trouver ce qu'on appelle une fuite mémoire. En gros, un indice qui trahit la position de la pile dans le brouillard. Ou il doit faire du spraying, asperger la mémoire d'instructions pirates pour augmenter les chances de tomber dessus au hasard. Mais même là, en fait, ça pourrait ne pas marcher, car depuis Windows XP, il y a un système pour interdire l'exécution d'instructions qui se trouveraient sur la pile. Donc, c'est mort. Mais en fait, ce que font les hackers pour contourner le truc, c'est d'utiliser le propre code de l'appli pour la pirater. Pour ça, ils doivent trouver des gadgets, donc c'est des petits bouts de code utiles qui finissent par un jump, ce qui fait des petites briques qui, mis bout à bout, permettent quand même d'écrire du code. Bref, vous avez compris, une faille comme celle des sous-titres, c'est souvent bien plus compliqué que ce qu'on a vu, mais c'est assez génial à voir. Et en l'occurrence, cette faille est particulièrement hallucinante, je trouve, pour 2 raisons. D'abord, ça part d'un fichier de sous-titres. Autrement dit, le truc le plus inoffensif au monde. Ça, c'est un fichier SRT, par exemple. Littéralement, un fichier texte avec des dialogues et des timings. Qui s'est déjà méfié d'un fichier de sous-titres? Mais surtout,
écoutez-moi bien, les pirates pouvaient exploiter la faille contre vous sans action de votre part. En gros, même si vous étiez sur la version officielle de Popcorn Time et que vous lanciez un film au hasard, avec les sous-titres par défaut, ça marchait. C'est fou! Et en fait, ça a à voir avec la façon dont fonctionnent les sous-titres intégrés dans Popcorn Time, qui emploie la même technique que beaucoup de plateformes multimédia comme Kodi ou Plex. Je vous explique. Quand, contrairement à Netflix, vous n'avez pas réellement les droits pour les films, et bah avoir des sous-titres pour l'ensemble de votre catalogue, c'est loin d'être évident. Encore moins de qualité, en plusieurs langues et correctement synchronisé. Alors, les chercheurs de Checkpoint qui ont trouvé la faille se sont demandé comment Popcorn Time parvenait à faire ça. Ils ont installé l'appli et pendant qu'ils lançaient des films au hasard, ils ont observé le trafic réseau. À chaque chargement d'un film, une requête partait systématiquement vers Open Subtitles, la fameuse plateforme de partage de SRT. Pas étonnant en fait, c'est probablement la bibliothèque la plus grosse et à jour qui existe. Mais ce qui a piqué leur curiosité, c'est que d'abord, n'importe qui peut uploader un fichier sur ce site. Et ensuite, le fichier qui était automatiquement téléchargé en tâche de fond par l'appli, c'est toujours celui avec le rang le plus élevé. Donc, si par le plus grand des hasards, en lisant la documentation, on découvrait qu'en utilisant pile les bons tags et en étant assez actif sur le site, il était possible d'obtenir le rang maximal sur absolument n'importe quel film. Et bah en gros, ça donnerait ça. Quelqu'un ouvre l'appli, lance La Reine des Neiges, active les sous-titres et... 3, 2, 1... Voilà! Terminé. Le hacker à droite a maintenant l'accès complet à la machine de la victime, qui, sans le savoir, n'est plus toute seule à regarder son film. Ah franchement, ça fait froid dans le dos. Pour vous rassurer quand même, la raison pour laquelle je connais l'existence de ces failles, c'est justement parce qu'elles ont été patchées dans des mises à jour. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est si d'autres gens les avaient découvertes avant et les utilisaient pour leur compte. Ce serait pas la première fois. Ce qu'on sait par contre, c'est que trouver une faille comme ça, c'est un peu comme trouver un filon d'or en 1848. Une entreprise comme Zerodium pourra vous l'acheter entre 50 et 250 000 $ pour les vendre ensuite à des gouvernements occidentaux. Donc, s'en servir pour distribuer des toolbars, c'est juste absurde. Surtout qu'en fait, pendant mes recherches, je suis tombé sur une dernière explication possible. Elle n'implique ni de modifier une extension, ni d'exploiter une faille critique. Elle fonctionne avec un vrai fichier vidéo et a de très grandes chances de marcher si la victime n'est pas au courant de la douille. Et pour le coup, on sait qu'elle a été très largement utilisée. Donc si vous avez piraté des films il y a une dizaine d'années, vous risquez d'avoir un choc mental. De type, c'était donc ça! Windows Media Video ou WMV est un format de compression vidéo introduit par Microsoft en 1999. Très populaire, il avait le gros avantage d'être nativement supporté sur Windows, sans installer de codec supplémentaire. C'était aussi le format d'export par défaut de Windows Movie Maker ou des enregistrements de PowerPoint. Bref, si aujourd'hui il ne vous dit peut-être plus rien, remplacé par des formats plus efficients, à l'époque c'était la base. Tout le monde utilisait ça en fermant les yeux. Parmi les innovations de ce format, il y avait notamment un système de DRM intégré, de protection du copyright. Concrètement, le fichier était chiffré. Il était impossible de le lire sans posséder une licence. On vérifiait sur votre machine que vous n'étiez pas en train d'enregistrer votre écran et que vous aviez une licence valide. Et seulement alors, on déchiffrait la vidéo. Bon, il va sans dire que ce système a fait un tollé. Parce qu'une fois que les serveurs de licence étaient fermés, et ils le sont maintenant quasiment tous, et bah vous vous retrouviez avec un fichier parfaitement inutile, bon à mettre à la poubelle. Mésaventure qui est arrivée à des millions de gens et qui a fini de convaincre que c'était un système de merde. Voilà. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, nous, c'est ce qui se passait si Windows Media Player ne détectait pas de licence sur votre machine. Si vous n'en aviez pas, c'est donc qu'il vous fallait en acheter une. Le système qui a donc été imaginé, c'était que le distributeur puisse renseigner dans le fichier une URL d'achat qui serait automatiquement ouverte dans une petite fenêtre comme ça. Donc ça veut dire que ce logiciel, utilisé par tous les PC du monde, chargeait au sein même de son interface automatiquement n'importe quel site web renseigné dans l'entête de la vidéo. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, n'est-ce pas? Et bah ce qui pourrait mal se passer,
c'est que des petits malins, au lieu d'y mettre une interface d'achat de licence, comme c'était prévu, ils mettent une fausse page d'erreur, comme celle-ci par exemple. Impossible de lire votre fichier, il vous manque le bon codec. Mais pas de panique, vous pouvez directement le télécharger ici. À une époque où on passe effectivement son temps à avoir des problèmes de codec, et avec une interface aussi crédible, c'est juste diabolique. Et le pire, c'est que c'est pas une faille, c'est une feature. Donc elle peut pas être corrigée et va faire des ravages pendant des années, jusqu'à l'abandon progressif du format vers 2010. Et pour Iron Man, plus j'y réfléchis, plus je crois me souvenir d'une histoire de codec et de Windows Media Player. C'est un peu flou, mais c'est clairement le scénario le plus probable. C'était tellement bien fait que ça a même pas dû nous traverser l'esprit en fait. Pour plus d'infos sur les histoires de failles dans VLC, mais aussi des anecdotes de ouf sur leurs embrouilles avec le FBI ou les Chinois, sachez que je vais recevoir Jean-Baptiste Kempf pour en parler, le co-créateur du logiciel, très bientôt sur Underscore. Abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Et sinon, j'ai fait une review complète de Dashlane dans la description pour ceux qui veulent voir comment ça marche. C'était Micode, salut!